Je n'ai jamais pensé que je reverrais mes parents. Pas après 20 années de silence, pas après être devenu mère à 16 ans, et certainement pas après avoir bâti le genre de vie qu'ils avaient un jour juré que je ne mériterais jamais. Mais ils étaient là, debout dans l'allée du tribunal, chuchotant avec de petits sourires suffisants, comme si le destin avait enfin tourné en leur faveur. Ils croyaient m'avoir piégé. Ils croyaient que la loi allait m'écraser. Ils ne savaient pas qui j'étais devenu. Ils ne connaissaient pas le poids du marteau que je portais désormais, et ils ne savaient absolument pas que leur propre avocat était sur le point de passer devant eux, de s'arrêter face à moi, et de prononcer les mots qui allaient faire blêmir leur visage. « Bonjour, Madame la juge. » C'est seulement à ce moment-là, dans cet instant suspendu et haletant, que mon histoire a véritablement commencé. Les gens supposent souvent que tout dans la vie d'un juge a été net et droit, comme une feuille de papier parfaitement réglée. Ils imaginent des décisions claires, des journées calmes, des années organisées. Ils n'imaginent pas le chaos, ou les nuits passées à pleurer dans un oreiller. Ils n'imaginent pas une jeune fille qui s'est un jour retrouvée sur un porche froid, avec pour seul bien un sac de course en plastique rempli de vêtements. Mais c'était moi, à 16 ans, enceinte, seule. Et mes parents, Harold et Denise, étaient ceux qui m'avaient mise là. Je me souviens encore de la nuit où c'est arrivé. Fin octobre, le genre de nuit où le vent a déjà un goût de novembre, et où le ciel a un aspect lourd et vide. Ma mère était à la table de la cuisine, les bras croisés, le regard perçant. Mon père faisait les 100 pas derrière elle, comme s'il souhaitait que le sol s'ouvre et m'avale. Ils n'ont pas crié. J'aurais presque préféré qu'ils le fassent. Crier, c'est de l'émotion. Crier, ça veut dire que vous tenez assez à quelqu'un pour perdre le contrôle. Ce qu'ils m'ont donné à la place, c'était pire, une déception froide et cassante, le genre qui vous glace une personne de l'intérieur. Tu nous as embarrassés, a dit ma mère. Tu as ruiné ton avenir, a ajouté mon père. Alors tu partiras ce soir, a-t-elle conclu. Ils n'ont même pas prononcé le mot « enceinte », comme si refuser de le dire pouvait effacer la réalité de la vie qui grandissait en moi. Je me souviens d'avoir regardé mes mains, en pensant à quel point il était étrange que ces mêmes mains aient pu tenir un stylo à l'école ce matin-là, et qu'elles portaient maintenant le poids d'une décision qui n'était même pas la mienne. Je n'avais nulle part où aller, sauf au seul endroit qui avait toujours été un refuge, la maison de ma grand-mère. Grand-mère Margaret, veuve depuis près de 2 décennies. La femme qui cuisinait des tartes pour chaque événement de l'église, même quand elle ne sentait plus le goût du sucre. La femme qui tenait un petit stand de légumes au bord de sa propriété, parce que, disait-elle, parler aux gens, ça me garde en vie plus longtemps. Une femme qui pouvait tout pardonner, sauf la cruauté. Quand elle a ouvert la porte cette nuit-là, je n'ai même pas parlé. Je suis juste restée là, grelottante, tenant ce ridicule sac en plastique. Elle m'a regardé une demi-seconde et, je le jure, elle a tout su. Ses yeux se sont adoucis et elle s'est écartée. « Entre, ma chérie », a-t-elle murmuré. Pas de jugement, pas de sermon, juste de la chaleur. Je me suis effondré dans ses bras. Elle m'a tenu comme si elle avait attendu toute ma vie pour me rattraper. Elle m'a installé dans la chambre d'amis, des draps propres, une petite lampe près de la fenêtre, un édredon que sa propre mère avait cousu à la main. Elle m'a apporté du thé, s'est assise au bord du lit, et a prononcé les premiers mots gentils que j'avais entendus de toute la soirée. Tu n'es pas seul. Pas tant que je respirais. Pour la première fois depuis que j'avais vu cette ligne rose sur le test, j'ai ressenti autre chose que de la peur. Je me sentais en sécurité. À l'école, je suis devenue la fille dont tout le monde chuchotait, la fille enceinte, celle que ses parents avaient mise à la porte. Le jugement au lycée est vif, mais temporaire. Le jugement qui blesse le plus profondément, c'est celui qui vient de votre propre sang. Le genre qui reste sous votre peau, peu importe l'âge que vous avez. Grand-mère a rendu tout cela supportable. Elle m'emmenait à mes rendez-vous chez le médecin dans sa vieille camionnette Chevy à la peinture bleue écaillée. Elle me préparait du porridge tous les matins, même quand j'insistais pour dire que je n'avais pas faim. Elle m'a dit que j'étais forte, bien avant que je ne le croie. Tu vas t'en sortir, disait-elle souvent. Tu es plus solide que tu ne le penses. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle dépensait tout ce qu'elle avait pour les choses dont j'avais besoin. Des vêtements de maternité, des vitamines, des articles pour bébé. Elle découpait les coupons de réduction comme si c'était un deuxième travail. Elle économisait chaque centime de son stand de légumes. En y repensant,
je crois qu'elle a commencé à économiser pour moi bien avant de le dire à quiconque. Dans les derniers mois de ma grossesse, elle s'asseyait avec moi sur la balancelle du Porsche. Nous regardions les voitures passer sur la route de campagne, les phares brillant à travers les grands érables. « Qu'est-ce que tu veux de la vie ?» me demandait-elle. Je ne savais pas quoi répondre. Mon monde était petit, les couches, les visites chez le médecin, survivre un jour à la fois. Je veux juste donner à mon bébé quelque chose de mieux que ce que j'ai eu, ai-je finalement dit. Elle m'a serré la main. Et tu le feras. Quand j'ai commencé le travail, grand-mère a pratiquement couru dans le hall de l'hôpital en agitant son sac à main comme un drapeau. Les infirmières souriaient. Elles l'adoraient. Tout le monde l'adorait. Et quand mon fils a finalement été placé dans mes bras, minuscule, chaud, sentant le nouveau départ, j'ai pleuré d'une manière qui ressemblait à une purification. Grand-mère a pleuré aussi. Tu l'as fait, ma chérie, a-t-elle murmuré. Tu es une mère maintenant. À cet instant, je n'étais pas la fille que mes parents avaient abandonnée. Je n'étais pas l'erreur qu'ils disaient que j'avais commise. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait un but, quelqu'un qui avait un avenir, même si je ne savais pas encore à quel point je devrais me battre pour l'obtenir. Mais cette nuit-là, en serrant mon fils contre moi, je me suis fait une promesse. Je construirai une vie. Je construirai un avenir. Et un jour, je m'assurerai que personne, pas même mes parents, ne pourrait plus jamais me faire sentir petite. Les gens imaginent souvent qu'avoir 16 ans et devenir mère signifie que votre vie s'arrête. Mais la mienne ne s'est pas arrêtée du tout. Elle est juste devenue plus lourde, comme si j'étais soudainement responsable de soutenir 2 avenirs au lieu d'un seul. Mon fils, Jacob, avait besoin de tout, les repas, les changements de couche, les visites chez le médecin, la chaleur, l'amour et la stabilité. Grand-mère nous donnait un toit, mais le reste dépendait de moi. Ces premiers mois ont été un tourbillon de nuits blanches et de détermination. Je me souviens d'être assise à la table de la cuisine à 2 heures du matin, berçant Jacob d'une main tout en faisant mes devoirs d'algèbre de l'autre. Grand-mère arrivait en traînant des pieds dans sa vieille robe de chambre en flanelle, prétendant qu'elle s'était réveillée par hasard, et elle le prenait doucement de mes bras. « Finis ton travail, disait-elle. On ne bâtit pas un avenir en abandonnant. » Ce n'était pas seulement de l'encouragement, c'était une attente. Elle croyait en moi avec ferveur, et je ne voulais pas la décevoir. J'ai terminé le lycée grâce à un programme alternatif qui me permettait d'étudier tout en m'occupant d'un nouveau-né. Quand j'ai traversé la Seine pour la remise des diplômes au printemps suivant, Jacob était sur les genoux de grand-mère, portant un minuscule nœud papillon bleu. Mes parents ne sont pas venus. Je me suis dit que je m'en fichais. Mais quand j'ai vu d'autres jeunes serrer leurs parents dans leurs bras, quelque chose en moi s'est affaissé comme une vieille rampe de Porsche. Pourtant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu grand-mère m'envoyer un baiser, la fierté brillant sur son visage comme la lumière du soleil. Après le diplôme, j'ai pris un travail à l'épicerie du coin, emballant les articles, poussant les chariots sous la chaleur, remplissant les rayons tard dans la nuit. Le travail acharné ne me faisait pas peur. Ce qui me faisait peur, c'était l'idée de stagner. Chaque fois que je pointais, je me murmurais la même promesse, ce n'est pas pour toujours. Mais l'argent était rare. Rare au point de vous faire calculer les kilomètres d'essence, de couper les boîtes de céréales en 2 pour faire durer le contenu plus longtemps, et de prier pour que rien ne tombe en panne. Certaines nuits, allongé dans mon lit, j'entendais grand-mère tousser doucement à travers le mur. Un rappel qu'elle n'était pas jeune, que son temps était compté, et que je ne pouvais pas compter sur elle éternellement. Le tournant est arrivé un après-midi, quand un entrepreneur a essayé de l'escroquer. Il prétendait que son toit avait besoin de réparations urgentes et a essayé de lui faire payer des milliers d'euros d'avance. J'ai regardé grand-mère redresser le dos, plisser les yeux et dire « Jeune homme, je ne suis pas né de la dernière pluie. » Mais il n'a pas cédé. Je suis intervenue, calme, ferme et étonnamment confiante. « Monsieur, nous ne signerons rien. Si vous ne partez pas, j'appelle le shérif. » Il a détalé plus vite que son ombre. Grand-mère m'a regardé ensuite, impressionnée. « Tu as déjà pensé au droit ?» a-t-elle demandé. « Le droit, moi ? Une fille qui se cachait autrefois dans les toilettes de l'école pour pleurer parce que quelqu'un avait écrit « ruiné » sur mon casier. Mais plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Le droit, ce n'était pas seulement des règles. C'était protéger les gens comme grand-mère, les gens comme moi,
les gens qui n'avaient personne pour les défendre. Alors, je me suis inscrite au Community College. J'étudiais pendant les siestes de Jacob, je refaisais des études de cas en remuant la sauce spaghetti, et j'écoutais des cours avec des écouteurs bon marché en pliant le linge. Chaque devoir me semblait être une petite pièce d'un nouvel avenir que je taillais. L'argent était toujours un problème, alors j'ai pris un deuxième emploi de nettoyage de bureau le soir. Je portais Jacob en écharpe pendant que je passais l'aspirateur et que je vidais les poubelles. Parfois, il s'endormait contre ma poitrine au son ronronnant de l'aspirateur. Je l'embrassais sur le sommet de sa tête et je lui chuchotais, « Un jour, tu comprendras pourquoi maman travaille si dur. » Quand j'ai finalement été transféré dans une université d'État pour ma licence, Jacob entrait en maternelle. Il ramenait à la maison des dessins de maisons et de bonshommes allumettes et disait fièrement, « C'est moi, maman et grand-mère. » Nous ne parlions jamais de mes parents, pas encore. Mais je me demandais parfois comment ils vivaient, sachant que leur petit-fils existait quelque part. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation en faculté de droit, grand-mère l'a tenue comme si c'était un trésor fragile. « Ma chérie, tu vas changer des vies », a-t-elle murmuré. La faculté de droit a été exténuante. 3 ans à lire jusqu'à ce que ma vue se brouille, à étudier tard dans la nuit avec du café bon marché, et à pratiquer des plaidoiries devant le miroir de la salle de bain. Je n'étais pas la plus jeune de ma promotion, mais j'étais la plus déterminée, parce que l'échec n'était pas une option. Je n'avais pas le luxe d'abandonner. J'ai passé l'examen du barreau les mains tremblantes, terrifié à l'idée de décevoir tout le monde. Quand les résultats sont arrivés et que j'ai vu mon nom sur la liste des admis, je suis tombé à genoux dans le salon et j'ai sangloté. Grand-mère m'a serré dans ses bras, me berçant comme elle l'avait fait la nuit où j'étais arrivé à sa porte. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit en larmes. Ma fille l'a fait. Mes premières années en tant qu'avocate commise d'office m'ont tout appris de ce que la fac de droit ne m'avait pas enseigné. Comment parler aux gens qui n'avaient plus rien à perdre? Comment garder le cœur tendre et l'esprit vif? Comment mener des batailles qui ne se terminaient pas toujours par une victoire? J'ai appris que le système était imparfait, mais pas sans espoir. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, était un carburant. Alors que Jacob grandissait, notre vie s'est lentement stabilisée. Nous avons un peu économisé. Nous avons réparé ce qui était cassé. Nous avons acheté une voiture d'occasion qui ne calait pas au feu rouge. Des choses simples, mais qui semblaient être un luxe après des années à joindre les deux bouts. Puis, au début de la trentaine, j'ai été nommée procureure adjointe. Grand-mère a fait une tarte aux pommes pour célébrer. Jacob, maintenant adolescent, a levé les yeux au ciel, mais m'a serré dans ses bras quand même. La vie semblait stable, sûre, pleine. Mais la vie a une façon de basculer sans prévenir. Un après-midi, grand-mère s'est évanouie dans son jardin. Jacob l'a trouvée allongée à côté de ses plants de tomates, de la terre sur les paumes, un air paisible sur le visage. Les médecins ont dit que c'était son cœur. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais elle était âgée, et parfois les corps décident simplement qu'ils en ont assez porté. À l'hôpital, elle m'a pris la main et m'a dit, « Tu m'as donné 20 années de plus, ma chérie. Ne sois pas trop triste. » J'ai pleuré à son chevet comme une enfant, même si j'étais une femme adulte avec une carrière, une maison et un fils. La perdre, c'était comme perdre les fondations de toute mon existence. Elle est partie doucement 2 nuits plus tard. Je pensais que le plus dur était de lui dire au revoir. Je ne savais pas que le vrai choc était encore à venir, quelque chose qui allait changer tout ce que je croyais de mon avenir. Dans les jours qui ont suivi le décès de grand-mère, la maison semblait insupportablement silencieuse, trop calme, comme si même les murs étaient en deuil. Je m'attendais sans cesse à entendre le bruit de ses pantoufles sur le parquet ou le léger grincement de son fauteuil à bascule préféré dans le coin. Mais chaque fois que je traversais les pièces, tout ce que j'entendais était le bourdonnement vide du silence, celui qui s'enroule autour de vos côtes et vous serre. Jacob essayait de se montrer fort, mais le deuil pèse lourd sur une maison. Il s'attardait dans l'embrasure de sa chambre, fixant ses édredons soigneusement pliés, les photos encadrées des repas de l'église, la petite collection d'oiseaux en porcelaine qu'elle gardait sur sa commode. « Ça ne semble pas normal », a-t-il dit une fois. Elle était toujours là. « Je sais », ai-je murmuré en le serrant contre moi. « On va s'en sortir. » Les funérailles ont été simples, exactement comme elle le voulait. Une petite église, une petite chorale, les hymnes qu'elle aimait. Les membres de la communauté sont venus, des agriculteurs, des retraités,
d'anciens clients de son stand de légumes, des femmes de son cercle de quilting. Ils ont partagé des histoires que je n'avais jamais entendues, des histoires de gentillesse dont elle ne se vantait jamais. Votre grand-mère m'a un jour donné des provisions quand mon mari a perdu son travail, m'a dit une femme, les yeux brillants. Elle a réparé ma clôture elle-même après une tempête, a dit un homme plus âgé. Elle m'a prêté de l'argent quand j'étais malade, a murmuré un autre. À chaque souvenir partagé, je réalisais que grand-mère n'avait pas seulement porté mon fardeau, mais des pans entiers de notre ville, discrètement, sur son dos. Elle n'a jamais cherché les applaudissements. Elle faisait simplement ce qui était juste. Après la cérémonie, l'avocat de la petite ville, Monsieur Whittaker, m'a demandé de passer à son bureau dans quelques jours. Son ton était doux, presque hésitant, ce qui m'a rendu nerveuse, mais j'ai supposé qu'il s'agissait des formalités habituelles après un décès, les comptes, les biens, la clôture des services, les documents de succession, le côté peu glamour de la perte. 2 jours plus tard, je me suis rendu à son bureau sur Main Street. C'était un bâtiment en briques étroits, coincé entre le salon de coiffure et une boulangerie qui sentait encore les brioches à la cannelle même l'après-midi. La salle d'attente avait des chaises dépareillées et des magazines défraîchis datant de 5 ans, le genre d'endroit où le temps lui-même semblait avoir ralenti. Whittaker m'a fait entrer. Il avait la soixantaine d'Ixen, les cheveux gris, avec des lunettes qui glissaient sur son nez chaque fois qu'il parlait. Son bureau était encombré de piles de papier, d'une lampe de banquier verte, et d'une photo de ses petits-enfants en costume d'Halloween. « Merci d'être venu », a-t-il dit doucement en fermant la porte. « Asseyez-vous, je vous prie. » J'ai pris la chaise en face de lui. Mes paumes étaient froides, il pouvait le voir. « Je sais que c'est un moment difficile », a-t-il commencé doucement, mais Margaret, votre grand-mère, a été très minutieuse dans sa planification. Elle a laissé un testament et quelques instructions. J'ai hoché la tête, me préparant. Il a sorti un dossier de son bureau, l'a ouvert, et a ajusté ses lunettes. Votre grand-mère vous a nommé unique bénéficiaire. J'ai cligné des yeux, confuse. C'est logique. Elle n'avait pas grand-chose. Ses yeux se sont adoucis. En fait, si. Un étrange silence a rempli la pièce. J'ai dégluti. Que voulez-vous dire? Il a retourné le dossier, me montrant des papiers, des documents juridiques, des actes de vente de propriété, des relevés financiers, des registres bancaires. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Il y a plusieurs années, a-t-il dit, une société de développement a acheté une partie de ses terres agricoles, les hectares boisés derrière sa maison. Je connaissais ce terrain, mais j'avais toujours supposé qu'il avait peu de valeur, juste des arbres, des sentiers, de vieilles clôtures, et la grange abandonnée où je jouais enfant. Elle a vendu le terrain discrètement, a poursuivi Whittaker. Elle n'en a jamais dépensé un centime. Elle a insisté pour que l'argent soit gardé en sécurité pour la jeune fille qui aurait un jour besoin d'un nouveau départ. Ma gorge s'est serrée. Combien? Ai-je chuchoté. Il s'est éclairci la gorge. Après la vente du terrain, les investissements et les intérêts accumulés, le total s'élève à environ 1,6 million d'euros. Le chiffre m'a frappé comme une force physique, vive, vertigineuse. Je me suis agrippé à la coudoir, certaine d'avoir mal entendu. 1 600 000 euros? Ai-je répété. Il a hoché doucement la tête. Je sais que c'est bouleversant. Elle a tout planifié très soigneusement. Elle voulait s'assurer que vous et votre fils ayez la sécurité, la stabilité, un avenir qu'elle croyait que vous méritiez. Je me suis couvert le visage des 2 mains, les épaules secouées. Ce n'était pas de la joie. C'était du chagrin enveloppé de gratitude, douloureux comme seul un amour profond peut l'être. Grand-mère avait vécu frugalement, découpant des coupons, portant le même manteau d'hiver pendant des années, juste pour pouvoir me laisser quelque chose dont elle n'avait jamais profité elle-même. La pièce est devenue floue à travers mes larmes. J'aurais aimé qu'elle me le dise, ai-je murmuré. Elle a dit que vous insisteriez pour qu'elle le dépense pour elle-même, a-t-il répondu. Et elle voulait que vous vous teniez d'abord sur vos 2 pieds. Cela lui ressemblait tout à fait. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de documents juridiques, de transferts de comptes, et de moments de calme où je me surprenais à regarder sa chaise vide, souhaitant pouvoir lui dire à quel point cela comptait. Je ne me suis pas précipité pour dépenser l'argent. Au lieu de cela, j'ai créé une petite bourse d'études pour les mères adolescentes qui essayaient de terminer leurs études.
J'ai fait un don au bureau d'aide juridique locaux qui nous avait autrefois aidés, et j'ai économisé le reste, prudemment, déterminé à ne pas gaspiller un cadeau si lourd de sens. Dans mon chagrin, j'ai presque oublié qu'il y avait d'autres personnes que grand-mère qui portaient encore son nom de famille. Harold et Denise. Mes parents. Ceux qui m'avaient effacé de leur vie 20 ans plus tôt. Ils ont appris l'existence de l'héritage avant que je ne sois prête à entendre à nouveau leur voix. Ça a commencé par un message vocal. Je marchais dans le couloir du palais de justice, des dossiers sous le bras, le claquement de mes talons résonnant, quand mon téléphone a vibré. Bonjour, c'est ton père. J'ai figé. J'ai entendu parler du testament de Margaret. Nous devrions parler. Puis la voix de ma mère, cassante, répétait, rappelle-nous. C'est important. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas rappelé. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée. Une écriture soignée, un ton formel. Nous pensons que l'héritage nous revenait de droit. Nous attendons qu'une partie soit transférée. Nous engagerons des poursuites judiciaires si nécessaire. Des poursuites judiciaires. Il voulait l'argent. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance des années où il m'avait abandonné. Mes mains tremblaient en tenant le papier. Je n'avais pas entendu leur voix depuis 2 décennies, et maintenant ils réclamaient une fortune laissée par la femme qui m'avait sauvé la vie. Mais la vie est ainsi faite, les tempêtes viennent rarement seules. Une semaine plus tard, en arrivant dans mon allée, j'ai vu leur voiture garée devant. Ils étaient de retour. Pas pour moi, pas pour Jacob, pas pour une réconciliation. Ils étaient revenus pour 1,6 million d'euros, le dernier cadeau de la femme qui m'avait tout donné. Quand je suis sorti de ma voiture et que j'ai vu mes parents debout sur ma pelouse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une vieille oppression familière dans ma poitrine, comme si j'avais de nouveau 16 ans et que je me préparais au prochain coup. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres derrière eux, les faisant paraître plus grands, plus nets, presque comme des fantômes d'une enfance que j'avais essayé d'enterrer. Mon père a été le premier à parler. Nous devons discuter, a-t-il dit, la voix plate, comme si les 20 dernières années n'avaient été qu'une pause dans une conversation. Je ne les ai pas invités à entrer. Au lieu de cela, j'ai gardé une main sur la portière de ma voiture, prête à la refermer si nécessaire. À propos de quoi? Ma mère serrait son sac à main contre sa poitrine, de la même manière qu'elle s'accrochait autrefois à ses jugements. Tu sais pourquoi nous sommes là? Alors je vais vous faire gagner du temps, ai-je dit. La réponse est non. Ses lèvres se sont amincies, comme elle le faisait toujours quand quelque chose n'allait pas dans son sens. Il ne s'agit pas que de toi. Cette terre appartenait à notre famille. Et grand-mère a choisi de me la léguer à moi, ai-je répliqué. Mon père s'est avancé, la mâchoire crispée. Elle n'allait pas bien. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. C'était un mensonge, et il le savait. Grand-mère avait été plus vive à 72 ans que la plupart des gens à 50. Son esprit avait été clair jusqu'à la toute fin, plus clair, en fait, que son sens de la décence. J'ai gardé la voix stable. Elle a préparé son testament avec soin. Elle a pris ses décisions bien avant de tomber malade. Ma mère a ricané. Elle t'a manipulé. Elle t'a toujours gâté. L'accusation m'a frappé comme une rafale de vent froid, mais au lieu de me recroqueviller, je me suis redressé. Elle m'aimait. C'est différent. Les yeux de mon père se sont durcis. Nous ne partirons pas sans une discussion. Alors vous allez rester là un bon moment, ai-je dit. Je suis passé devant eux et je suis entré, fermant la porte avant qu'aucun d'eux ne puisse protester. Mes mains tremblaient en la verrouillant. Même après toutes ces années, leur présence pouvait me secouer. Mais la différence, maintenant, c'est que je n'étais pas impuissante. 2 jours plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée par courrier recommandé. Une plainte déposée par mes propres parents. Requêtant partage des biens de la succession. Ils me poursuivaient pour l'héritage, la totalité des 1,6 million d'euros. Je me suis assise à la table de ma cuisine, la même table où grand-mère coupait des pommes pour ses tartes, et j'ai laissé le poids du papier m'envahir. Jacob m'observait de l'autre côté de la pièce, l'inquiétude assombrissant ses traits. « Maman » a-t-il demandé, « qu'est-ce que c'est » J'ai fait glisser les papiers vers lui. Ses yeux se sont écarquillés en lisant. « Ils ne peuvent pas faire ça. Ils t'ont abandonné.
Je sais, ai-je dit doucement. Et maintenant? J'ai expiré lentement. Maintenant, on se bat. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de dépôts de documents juridiques, de consultations et de réunions inconfortables dans les salles de conférence du palais de justice. Je ne pouvais pas me représenter moi-même, cela aurait été un conflit d'intérêts. Mais j'ai trouvé une avocate en qui j'avais confiance, une femme nommée Rachel Diaz. Intelligente, posée et directe. Elle a examiné le dossier et a haussé un sourcil. Ils n'ont pas le moindre argument valable, a-t-elle dit. Le testament est blindé. Votre grand-mère a tout fait dans les règles. Ça ne les arrêtera pas, ai-je dit. Non, a convenu Rachel. Mais la vérité le fera. Elle n'avait pas tort. Mais la vérité n'arrête pas les gens qui sont poussés par la colère, l'orgueil ou la cupidité. Et mes parents avaient les trois. Partout où j'allais en ville, les gens chuchotaient. Certains me plaignaient. D'autres secouaient la tête en pensant à mes parents. Certains faisaient semblant de ne rien savoir, même si, dans les petites villes, les nouvelles voyagent plus vite que le vent. Un après-midi, alors que j'attendais dans la file à l'épicerie, une femme a fait quelques pas hésitants vers moi. « Je suis désolé pour ce que vous traversez », a-t-elle murmuré. J'ai forcé un sourire. « Merci. » Elle s'est penchée plus près. « Tout le monde sait que Margaret voulait le meilleur pour vous. Elle serait fière. » Ces mots m'ont réconforté d'une manière que je n'attendais pas. La fierté, l'amour, c'étaient les choses que grand-mère m'avait laissées bien avant l'argent. Un mois plus tard, la date du procès est arrivée. Le parking du palais de justice était presque plein. Les gens de la ville étaient venus assister, non par cruauté, mais parce que les petites communautés sont tissées d'histoires, et celle-ci avait pris plus d'ampleur que nous tous. J'ai monté les marches dans un simple tailleur bleu marine, les cheveux soigneusement épinglés. Rachel marchait à mes côtés, portant sa mallette comme un bouclier. Mes parents se tenaient près de l'entrée avec leur avocat, un homme grand et élégant nommé Richard Hall. Il ressemblait à quelqu'un qui jouait au golf le week-end et facturait à la minute. Ils ont souri en me voyant, une confiance suffisante émanant de leur posture. Maman s'est penchée vers papa et a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire. Ils croyaient vraiment qu'ils allaient gagner. Cette vision ne m'a pas mise en colère. Elle m'a juste rendu triste. Triste que 20 ans ne les ait pas adoucis. Pas même un peu. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de conversations. Les bancs en bois craquaient. L'air sentait légèrement le vieux papier et le produit de nettoyage au citron. Quand je me suis assise, j'ai senti des yeux sur moi, certains compatissants, d'autres curieux, certains stupéfaits de voir la fille qu'ils avaient autrefois méprisée maintenant assise, posée et sereine. Alors que nous attendions l'entrée du juge, j'ai gardé ma respiration régulière. Rachel a chuchoté, prête? Il le faut bien. L'huissier s'est avancé. La cour. Le juge, un autre de mes collègues, mais pas un proche, a pris place sur son siège. Mes parents ont échangé des regards, toujours complètement inconscients du changement qui allait se produire. Puis, la porte du couloir latéral s'est rouverte. Leur avocat est entré dans la salle d'audience. Richard Hall, d'une démarche assurée, mallette en cuir, pince à cravate en argent brillant sous la lumière du plafond. Mes parents se sont redressés, souriant fièrement, s'attendant à ce qu'il les salue avec la chaleur d'un allié. Au lieu de cela, il est passé juste devant eux. Il s'est arrêté face à moi. Il a hoché la tête respectueusement, profondément, presque avec révérence. Et puis il a dit, d'une voix claire et ferme qui a résonné dans le silence de la salle, « Bonjour, Madame la juge. » Mes parents se sont figés. Le sang a d'abord quitté le visage de ma mère, puis celui de mon père. Leurs yeux se sont écarquillés, la confusion se muant en panique, comme s'ils venaient seulement de réaliser la vérité. La fille qu'ils avaient abandonnée, la fille qu'ils essayaient de voler, la fille qu'ils croyaient inférieure à eux, était la juge à laquelle leur propre avocat rendait des comptes. En cet unique instant, le sol s'est dérobé sous leurs pieds, et ils le savaient. Pendant un long moment, la salle d'audience est restée figée, comme si l'air lui-même ne savait plus que faire. Même la lumière du plafond semblait bourdonner plus fort. Je suis resté complètement immobile, non par orgueil, non par triomphe, mais parce que toutes les émotions que je ressentais s'entrechoquaient, le soulagement, le chagrin, l'incrédulité, et quelque chose de plus profond, un étrange sentiment de clôture auquel je ne m'attendais pas.
Ce sont les visages de mes parents que je n'oublierai jamais. La main de ma mère tremblait en serrant son sac à main, les jointures blanches. Mon père clignait des yeux rapidement, la bouche légèrement entr'ouverte, comme s'il voulait s'opposer à la réalité elle-même. Ils étaient entrés dans ce tribunal en croyant que j'étais la personne la plus faible ici. Au lieu de cela, ils découvraient que j'avais passé 20 ans à devenir quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé que je puisse être. Rachel s'est penchée près de moi et a chuchoté, « Ça va. » « Oui, » ai-je dit doucement. « Ça va. » Richard Hall, l'avocat de mes parents, a redressé sa cravate d'un geste sec, presque embarrassé. Ce n'était pas facile pour un homme comme lui de faire preuve de déférence envers quelqu'un de 2 fois plus jeune, mais il l'a fait sans hésitation, car le siège du juge exige le respect, indépendamment des liens personnels. Mes parents lui ont lancé des regards frénétiques, essayant de lui faire signe de venir, mais il les a ignorés pour le moment. À la place, il a pris sa place à leur table, s'est éclairci la gorge et a offert un signe de tête poli au juge qui présidait. Le juge a ajusté ses lunettes, a jeté un regard entre nous, et a dit d'un ton égal, « Pouvons-nous commencer ?» Et juste comme ça, la pièce a expiré, et l'audience a débuté. L'avocat de mes parents a commencé fort, du moins sur le papier. Il a soutenu que ma grand-mère avait subi une influence indue, que ses capacités mentales avaient été compromises, que je l'avais en quelque sorte manipulée pour qu'elle modifie sa succession. Mais la rhétorique ne peut vous mener que jusqu'à un certain point. Ce sont les preuves qui ont du poids, et les preuves n'étaient pas de leur côté. Rachel a commencé par exposer calmement la chronologie, chaque évaluation médicale montrant la clarté mentale de grand-mère, chaque document signé en présence de témoins, chaque relevé financier géré par des canaux légitimes. Elle a montré les reçus de la vente du terrain de grand-mère, ses investissements, ses déclarations fiscales, tout était organisé, cohérent, structuré, exactement comme grand-mère vivait sa vie. Elle n'était pas confuse, a dit Rachel. Elle était délibérée. J'ai senti ma gorge se serrer. Délibérée. Oui, c'était tout à fait grand-mère. Rachel a continué, de plus, votre honneur, les requérants, monsieur et madame Dawson, n'ont eu aucun contact avec la défunte pendant plus de 20 ans. Mon père s'est tortillé. Ma mère s'est redressée avec une dignité forcée. Rachel a ouvert un dossier. Voici les dossiers scolaires, les formulaires médicaux et les déclarations d'anciens enseignants, vérifiant que l'intimé, a-t-elle dit en me désignant, a été abandonné par ses 2 parents à l'âge de 16 ans, enceinte et sans ressources. Une faible ondulation a traversé la salle. Les gens connaissaient des bribes de l'histoire, mais l'entendre officiellement sous serment était différent. Ma mère m'a lancé un regard accusateur et vif, comme si je l'avais dénoncé, comme un enfant révélant un vase cassé. Elle s'est penchée vers son avocat, sifflant quelque chose. Il n'a pas réagi. Il s'est simplement frotté le front, comme s'il se demandait comment il s'était retrouvé dans ce pétrin. Rachel a poursuivi, la voix stable et inébranlable, il n'y a eu aucune tentative de réconciliation, aucun soutien financier, aucune communication. Rien d'autre que le silence. Le juge a hoché la tête lentement, prenant des notes. Puis Rachel a placé un dernier document sur la table. Ceci est une lettre manuscrite de Margaret Dawson à son avocat successoral, Monsieur Whittaker. Elle y expose son intention de tout laisser à sa petite-fille. Il y est explicitement écrit, elle a gagné une vie qu'ils ont essayé de lui refuser. Un silence est tombé sur la salle. Même le juge est resté immobile. Pendant ce temps, mes parents étaient assis, raides, leurs expressions se brisant en quelque chose de fragile, comme une fine couche de glace qui se fissure sur un étang. Quand mon père a finalement témoigné, il a essayé de reprendre pied. « Je ne l'ai pas abandonnée », a-t-il dit. « Elle est partie. »« Elle est partie parce que vous l'avez mise à la porte », a contré Rachel. Il a dégluti, les yeux se tournant vers moi. Nous étions dépassés. Elle était trop jeune. C'était embarrassant. Mais nous pensions qu'elle apprendrait une leçon. Une leçon ? Cette vieille douleur familière a poussé contre mes côtes. Rachel n'a pas haussé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Et quelle leçon était-elle censée apprendre en se retrouvant sans abri à 16 ans ? La mâchoire de mon père s'est crispée. Elle a fait des choix. Vous aussi, a dit Rachel tranquillement. Il est resté silencieux. Quand ma mère a témoigné, elle a essayé une autre tactique, les larmes. Sa voix tremblait. Elle tordait un mouchoir dans ses mains. J'aimais ma fille, a-t-elle insisté.
Je l'aime toujours. Rachel a haussé un sourcil. Et pendant ces 20 ans, pour combien de ses anniversaires l'avez-vous appelé? Ma mère a essuyé ses yeux. Aucun. Les remises de diplôme? Aucune. Avez-vous rencontré votre petit-fils? Plus de larmes. Non. Avez-vous envoyé une carte, une lettre, quoi que ce soit? Elle a secoué la tête. Madame Dawson, diriez-vous que ce sont là les actions de parents aimants? Ma mère a baissé les yeux sur ses mains. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Au moment où les deux parties ont terminé leur présentation, la vérité était exposée à travers la salle d'audience comme un parchemin déroulé. Pas de théâtralité, pas de cris, juste l'effet froid et constant de qui nous étions tous. Mes parents n'étaient pas des méchants, pas au sens des contes de fées, mais ils étaient imparfaits, orgueilleux, têtus et honteux. Et parfois, cette combinaison crée sa propre forme de cruauté. Quand les plaidoiries finales se sont terminées, le juge s'est adossé, son expression grave mais calme. Ce n'est pas une affaire serrée, a-t-il dit. Les preuves soutiennent massivement la validité du testament de la défunte. Margaret Dawson a agi de manière indépendante et en pleine possession de ses moyens. Ses intentions étaient claires. Il n'y a aucune base légale pour accorder une quelconque partie de la succession au requérant. Mes parents se sont raidis. C'est pourquoi il est statué par ce tribunal, a-t-il continué, que la requête en partage est intégralement rejetée. Rejetée. Un seul mot, mais il a résonné comme un coup de marteau dans toute la pièce. Ma mère a eu un léger hoquet, couvrant sa bouche. Les épaules de mon père se sont affaissées, comme si une vie de regrets inexprimés était soudainement devenue plus lourde. Leur avocat a fermé sa mallette lentement, presque délicatement, comme s'il manipulait du verre fragile. Rachel m'a touché le bras. C'est fini. Mais je ne sentais pas que c'était fini. Pas encore. Parce que gagner n'est pas la même chose que de tourner la page. Gagner n'efface pas des années d'abandon. Gagner ne guérit pas la jeune fille de 16 ans qui se tenait seule sur un porche, grelottante dans le noir. Alors que la salle se vidait, j'ai vu mes parents se tenir ensemble, semblant plus petits que je ne les avais jamais vus. Pour la première fois, j'ai réalisé que l'âge les avait rattrapés. Les rides sur leur visage étaient plus profondes, leur posture plus faible, leur certitude ébranlée. Une partie de moi voulait passer devant eux sans un mot. Mais une autre partie, celle que grand-mère avait élevée, m'a arrêté. Mon père a levé les yeux, le regard fatigué. Nous n'aurions jamais dû, a-t-il chuchoté. Ma mère a dégluti difficilement. Nous ne savions pas que tu deviendrais ça. J'ai rencontré leur regard, calmement. Vous auriez pu le savoir, ai-je dit doucement, si vous étiez resté. Aucun des deux n'a répondu. Ils ont détourné le regard, non par orgueil, mais par honte. Pour la première fois de ma vie, je ne les ai pas vus comme les monstres de mon passé, mais comme deux personnes profondément imparfaites, profondément humaines, qui avaient fait des choix terribles et qui en payaient maintenant le prix émotionnel. Après que la salle d'audience se fut vidée, je suis resté assis seul sur l'un des bancs, laissant le silence s'installer. Mes mains reposaient sur mes genoux, immobiles et stables, mais mon esprit bougeait comme une rivière lente, calme en surface, mais transportant tant de choses en dessous. Gagner aurait dû être triomphal. Il aurait dû y avoir une explosion de justification, une immense vague de satisfaction. Au lieu de cela, je ne ressentais qu'un vide. Pas brisée, pas victorieuse, juste vide, comme si trop de morceaux de mon passé avaient été remués en même temps, et que la poussière n'était pas encore retombée. Rachel a rangé ses dossiers et a posé une main douce sur mon épaule. Vous avez géré cette journée avec plus de grâce que la plupart des gens ne le pourraient jamais. Merci, ai-je murmuré. Voulez-vous que je vous raccompagne? Ça ira. J'ai juste besoin d'une minute. Elle a hoché la tête, m'a serré le bras, et m'a laissé dans le calme. Ce n'était pas la victoire qui me pesait. C'était la vue des visages de mes parents. Le choc d'abord, puis la peur, puis la honte. Je ne voulais pas les plaindre, mais une partie de moi ne pouvait s'en empêcher. Ils avaient passé tant d'années à s'accrocher à leur orgueil qu'il ne leur restait plus rien à quoi se tenir une fois qu'ils s'étaient fissurés. L'huissier s'est approché tranquillement. Madame la juge, le bâtiment va bientôt fermer. De vieilles habitudes m'ont fait me redresser. Bien sûr. Merci. Techniquement, je n'étais pas en fonction aujourd'hui,
mais être appelé, juge, me ramenait toujours à cette posture familière de responsabilité. J'ai pris mon manteau et ma mallette et me suis dirigé vers l'escalier de service, la sortie la plus discrète. En descendant, j'ai entendu des pas derrière moi. Attends. Je me suis retourné. Mon père. Il semblait plus petit, pas physiquement, mais en esprit, comme un homme qui avait enfin été forcé de regarder la vie qu'il avait construite, et l'avait trouvée manquante. Ma mère se tenait quelques pas derrière lui, serrant à nouveau son sac à main, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je ne me suis pas approché d'eux, mais je ne suis pas parti non plus. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous ne savions pas que tu étais. Que tu étais devenu juge, ai-je terminé. Il a hoché la tête, honteux. Oui. Ma mère a ravalé ses larmes. Nous ne savions rien de ta vie. De qui était-ce le choix? Ai-je demandé doucement. Aucun des deux n'a répondu. Mon père a changé de pied. Nous avions tort sur toute la ligne. Nous le savons maintenant. Ma mère a dégluti difficilement. Nous ne pouvons pas changer ce que nous avons fait, mais nous ne nous attendions pas à ce que ça se passe comme ça. Vous vous attendiez à gagner, ai-je dit. Elle a hésité, puis a admis à voix basse, oui. Il y avait quelque chose de brut, de presque douloureux, à entendre la vérité dite si simplement. Je n'ai pas entendu d'excuses, de justifications, ou de tentatives de réécrire le passé. Pour la première fois, ils ne se défendaient pas. Ils se confrontaient à eux-mêmes. Nous ne demandons plus d'argent, a dit mon père. Nous savons que nous avons perdu. Ce n'est pas ça qui compte, ai-je répondu. Il a légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce qui compte, alors? J'ai pris une lente inspiration. Le fait que vous ne soyez revenus que lorsqu'il y avait quelque chose à gagner. Leurs expressions se sont crispées, non de colère, mais de regret. La voix de ma mère s'est brisée. Nous avons été des lâches. Mon père a hoché la tête. Nous avions honte, et les gens qui ont honte prennent des décisions stupides. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. L'air entre nous semblait lourd du poids de 2 décennies de silence. Finalement, j'ai dit doucement, j'avais besoin de vous quand j'étais une enfant. Pas maintenant. Ma mère a couvert sa bouche, étouffant un sanglot. Mon père a cligné des yeux plusieurs fois, essayant de se contenir. Nous le savons. Et nous porterons cela. Je les ai regardés, vraiment regardés. Ils n'étaient plus jeunes. Leurs épaules étaient courbées par l'âge, leurs cheveux grisonnants, leurs yeux plus ternes que ceux dont je me souvenais. La vie avait gravé ses lignes sur eux, tout comme elle avait gravé les miennes. Mais j'avais quelqu'un d'autre qui m'attendait, quelqu'un qui comptait. Jacob. Il serait bientôt à la maison, probablement en train de faire les 100 pas dans la cuisine, anxieux de savoir comment la journée s'était passée. Il méritait ma présence bien plus que ces 2 fantômes de mon passé. Je dois y aller, ai-je dit doucement. Mon père s'est écarté. Ma mère a essuyé ses yeux et a chuchoté, nous sommes désolés. Vraiment. J'ai hoché la tête une fois. Pas de pardon, pas de rejet, juste une reconnaissance. Prenez soin de vous, ai-je dit. Puis je suis passé devant eux. Jacob était à la table de la cuisine, tapotant nerveusement des doigts, quand je suis rentré. Tu es à la maison, a-t-il dit en se levant d'un bond. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné? Est-ce qu'il? On a gagné, ai-je dit doucement. Le soulagement a envahi son visage. Bien. Il le méritait. J'ai levé une main. Ce sont toujours tes grands-parents. Il a hésité. Vraiment? Ils n'ont jamais agi comme tel. Je me suis assise à table, lui faisant signe de me rejoindre. Les gens font des erreurs, Jacob. Des grosses. Et parfois, ils ne réalisent les dégâts que lorsqu'il est trop tard. Il a froncé les sourcils, les bras croisés. Alors, et maintenant? Maintenant? Une question si simple pour quelque chose de si compliqué. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais nous n'allons pas laisser la colère définir cette famille. Pas la nôtre. Il s'est adouci. Grand-mère aurait dit ça. J'ai souri. Elle l'aurait dit. Nous sommes restés assis là un moment, le poids de la journée s'installant autour de nous.
la maison semblait différente ce soir-là, non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que les fantômes de mon passé étaient enfin sortis de l'ombre, et j'ai réalisé qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Plus tard dans la nuit, après que Jacob fut allé se coucher, je suis sorti sur le porche. Il faisait frais et calme, le genre de silence qui vous enveloppe comme une couverture. J'ai levé les yeux vers le ciel, sombre, parsemé d'étoiles que grand-mère aurait appelées « les taches de rousseur de Dieu ». J'espère que je t'ai rendu fier, ai-je murmuré. Le vent a fait bruisser les feuilles du vieil érable, presque comme une réponse. Grand-mère m'avait tout donné, l'amour, la stabilité, la force. Mais le plus grand cadeau qu'elle m'ait laissé n'était pas l'argent. C'était la capacité de me tenir fermement dans ce que j'étais devenu. Pas la fille que mes parents avaient abandonnée, pas l'erreur qu'ils pensaient que j'étais, mais une femme avec une carrière, un fils, une maison, un avenir, et un cœur qui avait encore de la place pour la pitié. Gagner aujourd'hui n'a pas apporté de joie, mais cela a apporté la vérité. Et parfois, la vérité est le premier pas vers la guérison. Dans les semaines qui ont suivi le procès, la vie s'est installée dans quelque chose de plus calme, de plus serein, presque comme une longue inspiration après des années à retenir mon souffle. Mais la guérison arrive rarement d'un seul coup. Elle vient par petites vagues. Elle arrive dans des moments que vous n'attendez pas. Et parfois, dans des moments auxquels vous résistez. Quelques jours après le verdict, j'ai reçu une lettre. Pas un email, pas un SMS, une vraie lettre écrite de la main de ma mère, la même écriture qu'elle utilisait pour écrire mon nom sur les autorisations scolaires quand j'étais petite. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Jacob était assis au comptoir, mangeant ses céréales avec bruit, me regardant avec curiosité. « Ça va ? » ?»« Oui, » ai-je dit, bien que ma voix soit plus douce que je ne l'avais prévu. Je ne suis juste pas sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. Il a penché la tête. « Tu veux que je parte ? » Non, ai-je dit, reste. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si le papier lui-même pouvait se déchirer si je me dépêchais. À l'intérieur, il y avait une seule page. Pas de demande, pas d'excuse, pas d'accusation. Juste une lettre qui disait ceci. Nous avions tort. Nous ne savions pas comment être des parents. Nous nous soucions plus de notre fierté que de toi. Nous ne pouvons pas effacer ce que nous avons fait. Nous savons que tu ne nous dois rien. Mais si jamais tu souhaites parler, nous sommes là. Papa et maman. Mes mains tremblaient légèrement en pliant la note. Jacob s'est penché en avant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne suis pas encore sûr, ai-je dit honnêtement. Il a hoché la tête de cette manière réfléchie qu'il avait développée au fil des ans. Une vieille âme dans le corps d'un jeune homme. Quelle que soit ta décision, c'est ton choix, pas le leur. Il avait raison. Pour la première fois de ma vie, le choix m'appartenait entièrement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais du temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour respirer, du temps pour laisser le passé coexister avec le présent sans qu'il ne me submerge. J'ai passé plus de soirées sur le porche, le même endroit où grand-mère et moi parlions de la vie, sous la douce lueur des lampes extérieures. Une nuit, alors que je me balançais doucement, j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé ce que grand-mère pourrait dire si elle était à côté de moi. Tu n'as pas besoin de les haïr pour te protéger. Ou peut-être, le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie simplement que tu ne le laisses pas t'empoisonner. Elle avait toujours eu le don de simplifier les choses qui me faisaient peur. Jacob m'a rejointe sur le porche, une couverture enroulée autour de ses épaules. Tu penses à elle ? Je pense toujours à elle, ai-je dit. Il a hoché la tête. Son sourire aux yeux plissés me manque. À moi aussi. Nous sommes restés assis ensemble, écoutant le son lointain du chien d'un voisin aboyer, le doux chant des grillons du soir. La vie avait avancé autour de nous, mais le deuil avait son propre rythme lent. Après un long silence, Jacob a dit, « Tu vas les voir ?» J'ai soupiré doucement. Peut-être. Pas pour tout réparer, juste pour le reconnaître. Si tu y vas, je viendrai avec toi. J'ai souri. Merci. Il a haussé les épaules. On est une équipe. Et nous l'étions. Quelques jours plus tard, j'ai pris ma décision. Je ne voulais pas que l'amertume soit le dernier chapitre de notre histoire. Ni la leur, ni la mienne, ni celle de Jacob. Le passé ne disparaîtrait jamais, mais peut-être, juste peut-être,
qu'il n'avait pas à posséder l'avenir. Alors, j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro écrit au bas de la lettre de ma mère. Il a sonné 2 fois, puis 3. Finalement, sa voix, hésitante, petite, rien à voir avec la femme qui m'avait un jour chassé de sa cuisine. « Allô ? Salut », ai-je dit tranquillement. « C'est moi. » Il y a eu une vive inspiration à l'autre bout du fil. « Oh. Oh, ma chérie. » Ce mot m'a frappé comme une rafale inattendue. Pas parce que j'y croyais, mais parce que j'ai réalisé depuis combien de temps je vivais sans l'entendre. « Je suis d'accord pour qu'on se voie », ai-je dit. En public, dans un endroit neutre. Oui, bien sûr. N'importe où, n'importe quand. Nous nous sommes mis d'accord sur un petit dîner juste à l'extérieur de la ville, le genre avec des banquettes en vinyle et des tartes exposées derrière une vitrine, un endroit sans histoire attachée. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà assis, tous deux nerveux, les mains jointes sur la table comme des écoliers attendant le verdict du directeur. Je me suis glissé dans la banquette en face d'eux. Personne n'a parlé au début. Mon père s'est éclairci la gorge. Merci d'être venu. Ma mère a pris son verre d'eau comme pour se donner du courage. Nous pensions que tu ne viendrais pas. J'ai failli ne pas venir, ai-je dit honnêtement. Mais éviter les choses ne fait que leur donner plus de pouvoir. Ils ont échangé un regard rempli non pas de manipulation, mais de quelque chose de plus proche de l'humilité. Ma mère a parlé la première. Nous avons été de terribles parents. Mon père a hoché la tête. Pire que terrible. Un étrange mélange de douleur et de soulagement m'a envahi. Les aveux de culpabilité effacent rarement les blessures, mais ils peuvent desserrer leur emprise. Ce que vous avez fait, ai-je dit lentement, a façonné toute ma vie. Chaque décision que j'ai prise, chaque peur que j'ai portée, chaque pas que j'ai fait, est venu de ce qui s'est passé quand j'avais 16 ans. Ils ont tous les deux baissé les yeux. Mais, ai-je continué, cela m'a aussi poussé à devenir quelqu'un de plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. La voix de ma mère tremblait. Nous n'attendons pas de pardon. Je ne l'offre pas, ai-je répondu doucement. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais je suis prête à commencer par l'honnêteté. Ils ont hoché la tête. Pas de résistance, pas de défense, juste de l'acceptation. Silencieuse et tardive. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Pas d'argent, pas du procès, mais de choses simples. La vie, le vieillissement, les regrets, Jacob, même de petits souvenirs d'avant que tout ne s'effondre. Quand nous sommes partis, nous n'étions pas guéris. Nous n'étions pas redevenus une famille. Mais nous n'étions plus des étrangers brandissant des couteaux faits de vieilles douleurs. Et c'était suffisant. Ce soir-là, je suis allé au cimetière. Le soleil se couchait, une lumière couleur pêche s'étirant sur les rangées de pierres tombales. J'ai apporté des fleurs fraîches et les ai déposées délicatement à côté de la tombe de grand-mère. J'ai fait de mon mieux, ai-je chuchoté, pas seulement au tribunal, mais dans les moments qui ont suivi. Une brise a fait bruisser les arbres. Quelque part à proximité, un oiseau a chanté 2 fois, comme un petit écho de son approbation. J'espère que je t'ai rendu fier. J'ai fermé les yeux, laissant le calme m'envahir. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids du passé s'alléger, pas disparu, mais plus léger. Et en retournant à la voiture, j'ai senti quelque chose de chaud s'installer dans ma poitrine. Pas le triomphe, pas la vengeance, juste la paix. La vie ne m'a pas donné l'avenir que je voulais. Mais j'en ai construit un autre. Un avenir façonné par la lutte, façonné par l'amour, façonné par la femme qui est intervenue quand d'autres se sont retirés. Et s'il y a une chose que je veux que les gens retiennent de mon histoire, c'est ceci, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est, mais on peut choisir la famille que l'on devient. Si mon histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, j'espère que vous la partagerez, que vous laisserez une pensée, ou que vous serrez simplement quelqu'un d'un peu plus près aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais qui mène une bataille que l'on ne peut pas voir. Merci de m'avoir écouté.